puisqu'on va parler des pays baltes, parce qu'on va s'attarder un peu sur les pays baltes, mais aussi dans un instant sur l'aspect nucléaire, puisqu'on va voir qu'un certain nombre de pays, dont les pays baltes, dont les Polonais, sont en train de dire aux Français, votre bombe nucléaire nous intéresse pour notre protection. Les pays baltes d'abord, Alexia, qui sont sur le pied de guerre, et cette fois, ça n'est d'autant moins une formule. Oui, en fait, ces pays baltes, vulnérables géographiquement parlant, ils se préparent physiquement et psychologiquement à la guerre. Ils sont sur le pied de guerre, vous l'avez dit. L'invasion de l'Ukraine rappelle les heures les plus sombres de l'occupation sous Staline. À l'occasion du 20e anniversaire de l'adhésion de leur pays à l'OTAN, 3 ambassadeurs baltes déclarent que l'adhésion à l'Alliance signifiait que leur nation n'avait jamais bénéficié d'une sécurité collective aussi forte qu'aujourd'hui. Mais, disent-ils, nous n'avons pas non plus été confrontés à une menace plus redoutable. Ils s'en prennent aux autres pays européens. Les Baltes alertent depuis 2014. Nos avertissements concernant la menace latente et croissante venant de l'Est ont été trop facilement ignorés dans certaines capitales alliées. Ils ajoutent nous sommes d'accord avec les évaluations des services de renseignement selon lesquelles un défi stratégique majeur pour notre défense et notre dissuasion pourrait survenir dans à peine 3 ans, voire moins. Résultat, les pays baltes se barricadent en construisant une ligne de défense commune avec notamment des bunkers ou des dents de dragon que l'on voit ici le long de leurs frontières avec la Russie, mais ils s'arment également et s'organisent. En 2023, la plupart des États membres de l'Union européenne ont consacré moins de 2% de leur PIB à leur budget de défense, mais regardez ici, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie y consacrent beaucoup plus, respectivement 2,7% et 2,5%. Alors, le débat, autre débat sur le service militaire qui fait rage dans certains pays européens a été tranché, réglé. La Lituanie, elle a rétabli le service militaire en 2015. La Lettonie a instauré une armée professionnelle en 2007 et des entraînements à la guérilla, des manuels en cas d'invasion sont aussi distribués à toute la population. Merci beaucoup, Alexia. Les Baltes ont-ils raison d'avoir aussi peur ? Mais bien sûr qu'ils ont raison. Les Baltes, ils ont été occupés pendant quand même des années par les Soviétiques. Ils se sont libérés. La guerre de Lettonie en 1918, ils ont été libres jusqu'en 1939 et ensuite les Soviétiques sont revenus. Donc ils sont en première ligne. Ils n'ont pas de profondeur stratégique parce qu'ils sont acculés à la mer Baltique. Donc il faut avoir peur pour pouvoir se préparer correctement. Mais n'oublions pas qu'aux pays baltes, il y a des troupes de l'OTAN. Il y a un bataillon qui peut monter à une brigade dans chacun des 3 pays baltes. Et notamment en Estonie, je crois 300 Français, mais il n'y a pas que les Français. Il y a effectivement beaucoup d'autres nationalités qui sont là, qui théoriquement feraient barrage. Voilà, et les plans, c'est de monter à effectif d'une brigade. Il va y avoir une brigade complète à partir de l'année prochaine ou 2026, une brigade allemande complète et qui stationnera sur place. Ça devient plusieurs milliers d'hommes. Mais Général Richoux, pardon, c'était frappant de voir que vous commenciez par parler du passé en disant 1918, etc. Bien sûr. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'il existe un scénario d'attaque des Baltes par les Russes ? Quel est-il ? Menace russe. Le parti présidentiel de Poutine à la Douma travaille à annuler l'indépendance des États baltes et de l'Ukraine. On voit de quelle manière elle s'en occupe pour l'Ukraine. Le vice-chef d'état-major de l'armée russe dit que l'Ukraine n'est que la première étape vers d'autres conflits plus intenses, y compris vers nous. Donc ils le disent ouvertement. Ils dénoncent Brest-Litovsk. Ils remettent en cause la paix actuelle et les frontières actuelles. Alors, allons-y. Quel serait, selon vous, le scénario ? C'est-à-dire comment les Russes pourraient réellement oser s'en prendre à des pays qui, je vous le rappelle, sont membres de l'OTAN ? Eh bien, l'armée se trouve à 30 km de Vilnius. Ils commencent l'attaque avec les avions et avec les descentes parachutistes. L'OTAN va faire des réunions. Et il y a une expression, je sais que M. Yakovlev va être là, je voudrais lui poser la question. Il est peut-être déjà là. Est-ce que Alexandre Yakovlev est déjà là ? Oui, pas encore. Il va arriver. Il y a dans l'OTAN une norme qui s'appelle MRF, c'est NATO Response Force. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, la norme, c'est 90 heures, cette préparation. Donc, est-ce qu'ils vont mettre 90 heures pour répondre à une attaque des parachutistes à Vilnius ? Ils sont déjà sur place. Oui, mais pour prendre une décision d'attaque, combien de temps ils vont prendre ? Alors là, on a au moins un scénario vrai ou faux. En tout cas, vous posez un scénario, c'est-à-dire d'un côté, le fait accompli ou tentative de fait accompli, et de l'autre, des réunions. Est-ce que ça pourrait
marcher comme ça. Complètement d'accord. Alors, ceci dit, il y a quand même un préalable, c'est que les Russes arrêtent de gaspiller leurs forces en Ukraine. Il faudrait qu'ils arrêtent de se battre, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu, ce scénario. 1 an et demi de pause. Et on les voit se rassembler. Parce que pour rassembler une armée face à la Lituanie, il ne faut pas croire qu'on se fera surprendre comme en 1940 quand même. On fait des exercices. Mais bien sûr, oui. Non, mais là, on ne les croira pas. Fait des déclarations. Il dit aujourd'hui, on ne va pas attaquer les pays baltes, mais on va se défendre. Alors, on sait très bien ce que ça veut dire. Alexia. Il faudrait quand même passer, général, sur les troupes de l'OTAN. C'est-à-dire que pour arriver, il faut passer sur les troupes de l'OTAN donc actuellement. Là, c'est quand même un stade supérieur. Bien sûr, et il y a 2 états-majors de division qui sont prépositionnés en Pologne et en Roumanie, et il y a sur le flanc est, il y a un bataillon dans chacun des pays baltes jusqu'à la Roumanie, lesquels peuvent monter à une brigade, donc dans chacun des pays. Non, mais bien sûr. Mais il y a aussi l'aviation, et donc si on attaque par là, ça veut dire qu'on passe sur des troupes. Ça veut dire qu'on détruit un bataillon français, qu'on détruit une brigade allemande, et que c'est ça que ça veut dire. Donc effectivement, moi je pense que l'engagement sera plus systématique que ça et beaucoup plus rapide. Faisons entrer dans la discussion Michel Yakovlev, général. Je rappelle, s'il faut encore vous présenter, vous êtes une telle gloire aujourd'hui qu'on ne présente plus le général Yakovlev. Vous avez été le Français le plus haut gradé dans la chaîne de commandement de l'OTAN. Quand on a sur un plateau de télévision quelqu'un qui dit le risque existe, ça paraît inouï, que l'OTAN, la première alliance de l'univers, je crois que vous avez 1 milliard d'âmes sous votre parapluie, pourrait se laisser bousculer comme ça avec des Russes qui entreraient sur son territoire, en tout cas le territoire d'un des pays baltes, et diraient voilà, on est là, et pendant ce temps l'OTAN tient des réunions. Est-ce que ça vous paraît possible ? Non. Voilà. Non, c'est clairement pas le cas. Après 2014, la Crimée, l'OTAN s'est réveillée, a changé de portage, a mis en place tout ce que mon camarade Nicolas Richoux a très clairement expliqué. Il y a une planification derrière, prête à être activée. La décision politique, dans une certaine mesure, elle est préparée. Il n'y aura pas une réunion des ambassadeurs de l'OTAN pour dire « tiens, de quoi parlons-nous ce matin ?» ça sera juste pour entériner le fait. Soyons concrets, vous dites non. Concret, pardon Michel, c'est facile de dire non, mais alors répondez, que ferait l'OTAN ? Alors pour être très concret, parce que là on a une version, quelle est votre version ? Qu'est-ce qui se passerait dans les heures qui suivent ? En cas d'agression russe, à laquelle je ne crois pas, je précise. Mais enfin, allons-y, qu'est-ce qu'elle ferait ? L'OTAN est prête. S'il y a une agression russe, il y a des soldats du pays agressé, qui est un membre de l'OTAN, donc c'est des soldats de l'OTAN aussi, et des soldats d'autres membres de l'OTAN qui seront au combat dès les premières heures. Il y aura l'aviation de l'OTAN, à commencer par l'aviation américaine, qui va sans doute faire un gros trou dans les défenses solaires russes et qui va commencer à écharper les gens sur le terrain. Donc ça ne sera pas, comme disent les Américains, a walk in the park, une promenade dans le parc pour les Russes. Même si le rapport de force terrestre leur sera sans doute très favorable, au moins au début, ça va cartonner dur dès le début. Je ne doute pas de ça. Général, même si vous n'y croyez pas, concrètement, on voit que les Russes sont de plus en plus puissants en termes d'hommes, en termes de matériel. Est-ce que cette armée, elle pourrait faire face à celle de l'OTAN, concrètement ? Non. D'abord, leur puissance. Ils sont puissants en Ukraine. Et en Ukraine, comme le disait Nicolas Richoux tout à l'heure, ils n'ont pas la puissance suffisante pour percer le front et tout. Donc, très honnêtement, je ne vois pas comment les Russes seraient, dans l'état actuel des choses, à la recherche d'un second front en ayant réveillé le nid de frelon qu'est l'OTAN. Peut-être que si l'Ukraine tombe, après 3 ou 4 ans de penser leur plaie, les Russes commenceraient à parler sérieusement de ça. Mais je me tue à dire que les Russes veulent briser l'OTAN, attaquer l'OTAN, la structure de l'OTAN, l'alliance, le politique de l'alliance. C'est pas la même chose qu'attaquer un membre de l'OTAN. Vous voyez, je ne crois pas que les Russes envisagent d'attaquer un membre de l'OTAN, même si c'est la gesticulation qu'ils font en demi-teinte.